à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leurs réussites ou leurs échecs, pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Paul Molina, artiste freestyler. C'est l'histoire d'un étudiant qui a une voie toute tracée dans une des meilleures écoles de commerce, mais sa passion pour le freestyle va changer sa vie. Cette discipline va lui permettre de monter sur les scènes de théâtre de France, voie qu'il n'aurait jamais imaginée. On a parlé de classe prépa, de battle, de mise en scène, mais on a évoqué aussi Wilmer Marquez, Maradona, Cap de Nac ou Fabien Olicard. Allez, je vous embarque à la découverte de Paul Molina, un artiste qui a la passion jusqu'au bout des pieds. Goodberry, c'est parti. Bonjour Paul. Bonjour Stéphane. Je suis ravi que tu m'accueilles ici, on est à Equinox. On est à Equinox, ouais, merci de l'invitation. Toi, petit, t'aurais imaginé faire une interview un jour dans une loge d'Equinox ? Non, sûrement pas. C'est pas... Si, ça fait partie du rêve, ça fait partie du rêve d'artiste, donc un grand merci de me proposer ça. Petit, tu voulais faire quoi ? Ouf. Alors moi, petit, en fait, je voulais faire plaisir à mes parents. Ouais. Donc en fait, moi j'ai commencé à réfléchir beaucoup sur ce que je voulais faire que très tard. Qu'à partir de 18 ans, grosso modo, quand je découvre le freestyle. Avant, je voulais être footballeur pro pour faire plaisir à mon père, surtout. J'ai fait 20 ans de foot. À quel niveau ? Alors ici, là, j'ai joué... alors j'étais en sport-études à Romain-Rolland, au collège Romain-Rolland, puis après sport-études au lycée Jean Giraudoux. Et j'ai joué en division d'honneur en jeune à l'équipe de Déol. Et après, je suis parti, j'ai fait une dernière saison dans la banlieue de Madrid. Ah ouais ? Parce que j'étais amené à travailler là-bas. Et donc, il y avait un club qui jouait dans l'équivalent du Régional 1 ici en France. Mm-hmm. Sauf que le niveau espagnol est beaucoup plus élevé. Donc, c'était cool. Ouais, voilà. Et quand tu dis j'ai été obligé de partir là-bas pour le travail, c'était quoi ? Non, pas obligé, mais c'est que j'ai été amené à voyager là-bas. Moi, en fait, quand j'ai terminé mes études, il y avait un stage de 6 mois à faire. Ouais. Et moi, je voulais aller à Madrid. C'était la ville qui me faisait le plus rêver. J'ai des origines espagnoles, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et je m'en foutais du job, je voulais juste aller à Madrid. Et donc j'ai travaillé là-bas. T'as été voir un match de foot ? Et j'allais voir le Real Madrid jouer au Bernabéu. J'y allais souvent. Franchement, je me suis régalé cette période. Quand t'es petit, tu supportes quelle équipe ? Le Real Madrid, cette famille. Le Real ? Ouais. Depuis tout petit. Depuis tout petit. Bon, top. Les études, comment ça se passe ? Les études, suivant ton prisme de vue bien ou pas bien. Ouais. Non, les études, au lycée, j'étais un élève très moyen. J'étais l'élève qui ramène les notes suffisamment bonnes pour pas se faire engueuler, mais pas brillante non plus. Donc, j'avais un petit 11-12 de moyenne. Voilà. Et après, je vais en classe préparatoire. Je fais partie des pires dossiers à rentrer dans ma classe prépa. J'ai fait 3 ans de prépa, moi, j'ai cubé en plus. D'accord. Donc prépa économique, ECE, ça s'appelait à l'époque, au lycée Voltaire à Orléans. Okay. Et là, je découvre donc le monde de la classe prépa. Et moi, j'ai toujours été un compétiteur. Et là, je rentre dans une compétition intellectuelle. Et du coup, ça me stimule énormément. J'apprends énormément de choses. Je me retrouve avec des centres d'intérêt que j'avais pas avant. Je me passionne pour l'économie, donc j'approfondis énormément tout ce qu'on apprend en prépa. J'ai des profs qui sont passionnants. Et je termine par viser les plus grandes écoles après de commerce. Je me dis, je mets tout entre parenthèses. Je fais 2 ans de prépa à fond et j'essaie d'avoir les meilleures écoles. Je rate mes concours parce que je gère mal mon sommeil. Donc j'ai quand même jusqu'à la 7e école. Donc je décide de refaire une année en plus, donc de QB, ce qu'on appelle en prépa. Et là, j'atteins la 4e école qui était l'EM Lyon à l'époque. D'accord. Et après, je suis parti en école de commerce. Donc j'ai eu mon diplôme. Je suis diplômé de l'EM Lyon. Et durant mes études à l'EM Lyon, je me suis rendu compte de plein de choses. Qu'en fait, je voulais pas faire de l'argent, que je voulais pas faire de la finance et que le freestyle me manquait énormément parce qu'entre-temps, je découvre le freestyle. Et donc, je fais 1 an où je bosse dans une entreprise à Madrid. Mm-hmm. Et durant cette année-là, je me dis, je veux rentrer en France et je veux essayer de devenir freestyler professionnel par tous les moyens. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais travailler. Et à force de travail dans l'ombre et avec les bonnes personnes autour et beaucoup de chance, ça s'est débloqué et maintenant, j'en vis. Pour revenir à ta prépa, tu dis je loupe les concours à cause du sommeil, c'est-à-dire ?
Je gère très mal mon sommeil. En fait, je me rends pas compte que c'est important de dormir en fait. Et que la mémoire te joue des tours si jamais tu dors moins de 6 heures par jour. J'étais dans une espèce de sur-régime, plus le stress, ce qui fait que j'arrive en fait à chaque épreuve avec 4 heures de sommeil. Et là, t'es pas productif. Autant durant l'année, quand tu arrives à faire quelques siestes de temps en temps, ça va. Avoir 5-6 heures de sommeil, ça se gère. Pendant les concours, il faut vraiment favoriser le sommeil pour être en forme et pouvoir être lucide. Sur chaque épreuve, c'est des épreuves de 4 heures pour la plupart. Et c'est des sujets qui sont assez théoriques, donc il faut vraiment aller puiser mentalement. Et puis même en termes de mémoire sur ce que tu as acquis durant ces 2 ans de prépa. Et du coup, toutes mes matières fortes, tous mes points forts, j'ai des notes moyennes, 13 par là. Et ça suffit pas pour décrocher les meilleures écoles. Donc c'est ça aussi qui m'a motivé à faire une 3e année, parce que je me suis dit, par rapport au niveau que j'avais durant l'année, c'est pas normal d'avoir ces notes-là. Et donc pour le coup, durant mon année de cube, j'ai revu tout ça. Et donc j'ai favorisé le sommeil, j'ai favorisé la récup, et j'ai travaillé exclusivement presque mes points forts. Et les points forts, c'était quoi ? Mes points forts, c'était la philo, c'était l'éco et c'était l'espagnol. Et les maths. Voilà. Donc j'ai pris ces 4 points forts, je les ai bossés à fond, quitte à être très mauvais dans tout le reste. Donc la LV2, nul. Les lettres, nul. Mais en fait, le deal en prépa, et ce que disent pas les profs, c'est que on peut pas être bon partout. Parce qu'on a que 2 ou 3 ans, et on peut pas être philosophe, médaille Fields et Nobel d'économie en même temps. Donc il faut choisir ses points forts, viser les meilleurs coefficients en fonction des écoles qu'on veut, et accepter qu'on pourra pas être bon dans le reste. Et quand tu dis, une fois que je suis en école de commerce, je vois que c'est pas ce que je veux faire, comment tu le découvres, ça ? Je le découvre en discutant avec les promos supérieurs. Parce que moi, comme j'ai cubé en prépa, j'ai fait une année de plus, les gens de ma promo de base de 2e année, eux sont déjà en école. Donc moi, quand j'arrive en école, j'ai le retour d'expérience de potes que je connais qui ont déjà fait 1 an dans l'école de commerce. Et donc, je me rends très vite compte que en école de commerce, tout n'est que façade presque. Je me rends compte que j'ai travaillé 3 ans comme un malade pour une promesse d'une école de commerce qui me permettra d'ouvrir des portes, soi-disant. Et en fait, intellectuellement, c'est déprimant. Parce qu'on n'est plus stimulé du tout, on ne comprend pas trop où on va, on est mélangé à des personnes qui sortent pas de prépa aussi, donc on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait prépa en fait, puis au final, on n'était pas obligé de le faire. Donc il y a des trucs comme ça. Et après, en parlant avec les promos supérieurs, je me rends compte que pendant 3 ans, ça va être ça. Et que finalement, le plus stimulant, et là c'est vrai que les écoles de commerce sont très bons là-dedans, ça va être tout ce qui est l'univers associatif. Donc moi, je rentre très vite dans le bureau des sports pour justement gagner des compétences aussi en termes de management. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas que ça n'a rien à voir avec l'école, mais c'est pas des cours du coup. Il y a aussi le gros point faible, et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que c'est 17 000 balles l'année. Et que moi, je suis obligé de faire un prêt. J'ai pas ça qui est... Moi, mes parents m'ont pas payé mes études. Donc je me dis, je paye pas 17 000 balles l'année juste pour une association. Donc, c'est très bien le bureau des sports. Mais à 17 000 balles l'année, j'en attends beaucoup plus. Donc voilà. Donc moi, c'est un peu le retour à la réalité en école de commerce. Et je me rends compte que là, je vais être amené à faire un travail qui me plaît pas forcément. Parce qu'après, je discute aussi avec... les promos encore du dessus, qui eux sont dans les cabinets d'audit, dans ces jobs de conseil et qui me racontent qu'ils travaillent énormément, qu'ils font beaucoup d'horaires pour des gros salaires, c'est vrai, mais pas dans les trucs qui leur plaisent forcément. Et là, je me dis, en fait, je comprends pas, j'ai fait des grandes études où j'ai investi beaucoup de temps, j'ai fait un prêt énorme pour ces études-là aussi, donc j'ai investi beaucoup d'argent et c'est censé m'apporter un métier qui me plaît. Donc si je fais un métier qui me plaît pas, il y a un problème. Et donc je décide de tant pis, je prends le risque et moi j'ai une passion dévorante pour le freestyle que j'avais mis de côté justement pour ces études-là. Donc j'avais fait l'énorme sacrifice de mettre ma passion de côté pour vraiment me dire ok, là je sacrifie ma jeunesse étudiante entre guillemets pour vraiment avoir le meilleur CV possible, le meilleur diplôme possible pour après pouvoir faire ce que je veux. Sauf que ce que je veux c'est ma passion. J'ai le diplôme et je fais tout pour le faire au plus vite. En école de commerce, pour avoir le diplôme, il faut remplir quelques réquisites, ce qu'on appelle des ECTS. En fait, il faut valider des choses. Il faut valider une période à l'étranger, il faut valider je ne sais plus de combien de crédits ECTS. Et moi, je prends tout ce qui peut me rajouter des crédits pour terminer l'année très vite. Il y a des gens qui terminent l'école en 4 ans. Moi, en 3 ans et quelques, c'était fait. Donc, je suis parti à Paris. Après, j'ai fait 3 mois à Shanghai.
enfin un module un peu externe à l'EM Lyon, enfin une antenne de l'EM Lyon à Shanghai qu'ils avaient. Et ça m'a permis de valider plus vite l'année. Donc en 3 ans et demi, boum, ça y est, j'avais fini l'école de commerce. Et après, j'ai fait mon année à Madrid là pour bosser, parce qu'il fallait quand même que je rebondisse, que je continue de rembourser le prêt, que je rentre un peu dans la vie active aussi, pour que j'essaye quand même des choses et que je termine d'avoir mon diplôme. Et après, j'ai décidé de revenir ici en télétravail, toujours en bossant à Madrid, pour rembourser le prêt. Pour finir sur le chapitre école de commerce, qu'est-ce qui te sert aujourd'hui ? Ce qui me sert aujourd'hui de l'école de commerce pure. Ouais. En termes de cours théoriques, rien du tout. Rien du tout. Par contre, ce que ça apprend énormément, c'est travailler en équipe. Parce que surtout pour ceux qui se mettent dans des assos, parce que c'est vraiment le cœur de l'école de commerce, tout l'intérêt de l'école de commerce, c'est la vie associative. Si tu tires un trait sur la vie associative, tu perds énormément de ce que tu apprends à l'école de commerce. Donc tu apprends à bosser avec des gens bien, des gens moins bien, à gérer des égos. Tu apprends à monter des projets, à aller voir des financeurs pour essayer de mener à bien des événements. Il y en a un grand intérêt pour ça. Mais moi, la grosse critique que j'ai à mettre sur les écoles de commerce, c'est qu'en face de ça, il y a des prêts monstrueux et que ça ne vaut pas un tel argent investi. C'est tout. Après, s'il n'y a pas de problème d'argent, il faut faire une école de commerce, parce que c'est très bien. On s'épanouit très bien. Il y a une vie étudiante qui est très remplie, très, très remplie, avec toutes les soirées possibles et inimaginables. On rencontre des gens qui sont aussi très bien. Moi, j'ai encore de très bons potes. Après, le chemin pour aller en école de commerce, là, il est peut-être discutable. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de faire prépa pour aller en école de commerce, sincèrement. Alors que la prépa apporte énormément intellectuellement. Moi, c'est des études que j'ai adorées, la classe prépa. Freestyle, alors. On connaît ton attrait pour le foot. Ouais. Quand est-ce que ça bascule entre le foot et le freestyle ? Une vidéo YouTube. En 2012, je tombe sur une vidéo... T'as quel âge en 2012 ? J'ai 18 ans. D'accord. Ouais, j'ai démarré le freestyle très tard, moi. En fait. Ouais, okay. Je tombe sur une vidéo d'un freestyler qui est encore actif d'ailleurs, mais qui est plus maintenant influenceur, qui s'appelle Céane Garnier. C'est le premier champion du monde de freestyle. Il est français. Et moi, en fait, ce qui m'a toujours plu dans le foot, c'était le côté technique. Donc, pour les fans de foot, moi, j'étais numéro 10, j'étais milieu offensif. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le ballon dans les pieds. Voilà. Et le jour où je tombe sur la première vidéo de freestyle, mais à l'époque, c'est le tout début du freestyle, quasiment. Le freestyle, il commence à avoir son essor en 2008 avec le premier championnat du monde qui est créé par Red Bull. Donc 2012, en fait, on est encore dans la création de ce sport. Il est encore très frais. D'accord. Si tu pouvais le décrire, le sport, rapidement. Alors, comment je pourrais décrire le freestyle ? C'est un mélange, en fait, entre plusieurs univers. Il y a du foot, il y a de la danse, il y a de la gym, il y a du breakdance. Et en fait, c'est jongler avec un ballon et faire des figures avec le ballon. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et donc, moi, je tombe sur ça. Et pour moi... je me rends très vite compte que ce qui me plaisait dans le foot, c'était le côté technique. Et là, on est sur la quintessence de la technique. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la technique pure avec un ballon. C'est maîtriser le ballon avec toutes les parties du corps, dans toutes les positions possibles. Bon, c'est fou. Et en fait, quand je vois cette première vidéo, je me dis, moi, je veux faire ça tout de suite. J'ai un espèce de déclic où je me dis, moi, c'est ça que je veux faire. Ça y est. Et donc, j'essaye de reproduire les gestes que je n'arrive absolument pas à faire du tout. Donc j'apprends en fait en faisant pause et play sur la vidéo pour essayer de comprendre où est-ce qu'il passe les jambes, comment est-ce qu'il incline son corps. Et je me mets vraiment à l'analyser, mais point par point. Et j'essaie vraiment de tout reproduire. Et je commence à goûter, je commence à prendre un appétit pour le travail, parce que dans le freestyle, tu travailles énormément, tu échoues énormément pour enfin réussir. Et là, l'émotion à ce moment-là, elle est folle. Tu as envie d'en avoir plus, tu as envie de monter de niveau et continuer de progresser. C'est une technique circassienne presque, le freestyle. D'ailleurs, il y a des racines. On ne sait pas trop d'où vient le freestyle. C'est un mélange de plusieurs univers. Donc, il y a un peu de sport traditionnel chinois. On sait qu'il y a eu aussi les vidéos de Joga Bonito, des pubs Nike qui ont beaucoup inspiré le freestyle. Et il y a le cirque aussi. Tout ce qui est jonglage avec ballon, c'est des techniques circassiennes de base. Sauf que nous, on l'a poussé, on n'a pris que le ballon et on a tout exploré là-dedans. Ce qu'aurait pu faire le cirque plus tard. Et moi, je vois ça et je suis complètement passionné et je ne pense qu'à ça. Je ne rêve que de ça, je veux faire que ça. En fait, à l'époque, je suis sport-études. Donc, je termine ma journée de cours à 4h. Mm-hmm. À 16h30, à 16h et quelques, on prend le bus, on va s'entraîner. Je rentre chez moi, il est 19h30. Et ben moi, je ne rentre pas chez moi. À 19h30, je vais dans le parking à côté de chez moi. Et de 20h à 22h, je m'entraîne. Dans le parking, tu t'entraînes ? Je m'entraîne dans le parking. Le parking à Châteauroux qui est couvert, qui est juste à côté d'Equinox d'ailleurs. Diderot, exactement. Ouais. Parce que c'est l'un des seuls endroits éclairés à ce temps-là.
Et l'hiver, j'ai pas froid. Et donc, je fais attention aux voitures qui circulent, voilà. Et donc, je m'entraîne là tous les soirs. Et je suis vraiment passionné par ce truc-là. Tu progresses vite? Non, je fais beaucoup d'erreurs. Ouais. Je me blesse. Ah bah oui, parce que je fais n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas... À l'époque, il y a très peu de tutoriels. Donc, je m'attaque à des gestes qui sont beaucoup trop compliqués pour mon niveau actuel. Une petite élongation, un petit choc au genou, petite entorse. C'est pas des trucs très gros. Parce que j'ai quand même les enseignements du foot, que je connais quand même bien mon corps. Mais ouais, je me blesse énormément. Et puis c'est un parking, quoi. Donc le sol, chaque articulation, ça crie en fait à chaque geste. Mais quand même, au final, au bout de. Donc je fais ça 6 mois. Et je commence à avoir un bon niveau au bout de 6 mois. Et j'arrête tout parce que je pars en prépa après. Et comment tu y reviens? J'y reviens en école de commerce petit à petit. À ce moment-là, je commence un tout petit peu à retoucher le ballon. Parce que ça me titille quand même. J'ai passé presque 4 ans sans le toucher et voilà, ça revient. Bon, et je commence à reprendre goût au freestyle jusqu'à ce que je sois diplômé, je parte à Madrid. Et là, à Madrid, je me dis, ok, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Et moi, c'est le ballon. Et là, je me dis, ok, je reprends tout depuis le début parce que mon niveau de freestyle était mauvais du coup. Donc, il a fallu que je reprenne toutes les bases. Dès que j'ai un moment, je m'entraîne. Donc, je fais ma journée de travail à Madrid, dans la banlieue de Madrid, dans une ville qui s'appelle Barajas. Dès que j'ai fini le boulot, donc j'ai 1 heure de bus retour jusqu'à chez moi. Et de 21h à 22h30, 23h, je m'entraîne tous les jours. Et je m'entraîne dur. Je structure tous mes entraînements. Je prends la rigueur que j'avais en prépa et je la mets dans le freestyle. Avec des entraînements très intelligents, entre guillemets. Je travaille bien les bases. J'arrive avec un truc très programmé. Et je regarde bien les pros. Je me dis, ok, ils sont très forts là-dedans, là-dedans, là-dedans. Donc, j'ai besoin d'être bon là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et là, mon niveau explose en moins d'1 an. Et après, je reviens avec le Covid. Il y a le Covid qui débarque. Donc, ils m'envoient en télétravail ici à Châteauroux. Je me retrouve avec énormément de temps parce que je suis en télétravail. Donc, je peux gérer, moi, mes heures comme je veux. Et tu faisais quoi? Je faisais du marketing digital. D'accord. J'écrivais des articles et je faisais un travail, ce qu'on appelle du SEO. C'est un travail de mots-clés. Et donc, j'écrivais des articles et je les référençais dans Google pour que, en fait, dès que tu tapes un mot-clé qui m'intéresse, tu tombes sur mon article à moi et qu'après, tu puisses, avec de l'affiliation, aller sur des liens partenaires. Voilà. Et du coup, ça, j'ai une très grosse autonomie. Tant que mes stats sont bonnes et que je fais mon quota d'articles, les managers me laissent tranquille. Je fais tout ce que j'ai à faire rapidement. Et là, je me retrouve, par contre, à augmenter le volume d'entraînement, à passer à du 6-7 heures d'entraînement par jour. Sans Covid, tu penses que tu aurais continué le freestyle? J'aurais continué, mais j'aurais eu un volume d'entraînement très faible. J'aurais eu que 2 heures d'entraînement par jour. Ouais. À Madrid? À Madrid, ouais. Et à Madrid, tu fais ça dans un breaking aussi? Non, je fais ça dans un stade, un city stade, tout seul. Et tu t'entraînes toujours tout seul? La grande majorité de mes entraînements, ouais, c'est seul. Ouais, tu préfères? Non, c'est juste que Châteauroux, c'est une petite ville et qu'il y a très peu de freestylers, mais j'espère qu'un jour, on arrivera à ce que ce soit un pôle de freestyle mondial. Donc, tu reviens à Châteauroux, tu t'entraînes encore de plus en plus. Ouais. Là, dans ton esprit, tu te dis, je peux être professionnel? Je peux, on verra, mais je veux en tout cas. Et pour moi, il n'existe qu'un seul moyen de le devenir, c'est par la compétition. Donc, je me concentre uniquement sur acquérir le meilleur niveau possible pour pouvoir après rentrer dans les compétitions et essayer de me faire un nom. C'est mon seul objectif. Championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et donc là, tu te prépares pour le championnat de France? Je me prépare au championnat de France. Moi, enfin, même pour le championnat du monde, parce qu'on a un championnat du monde ouvert à tout le monde, entre guillemets. Ça s'appelle le Super Bowl. Et c'est la compétition phare en freestyle. Et moi, ça a toujours été un rêve depuis que je connais le freestyle. Je pense qu'à ça. Mon but, c'est faire mes heures de travail, faire le job, voilà, pour pouvoir rembourser mon prêt. Et après, charbonner à mort le freestyle pour acquérir un gros niveau et pouvoir faire de la compétition. D'accord. Ta première compète, tu t'en souviens? Ouais. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je me suis mis à la compétition très tard, moi. C'était 2022, et il y a 3 catégories dans le Super Bowl. À l'époque, il y avait donc la principale, là c'est les cracks, le niveau intermédiaire et le niveau rookie. Rookie, c'est pour ceux qui démarrent dans la compétition. Donc moi, comme c'est ma toute première compète, je me mets en rookie, je m'inscris en rookie. Et je termine 3e en rookie. Ce qui me donne déjà énormément d'expérience et un mini-titre déjà. D'accord. Et c'est ça qui lance aussi ma carrière dans la compète. Qu'est-ce qui t'étonne quand tu fais cette première compète? Ouais, moi, en fait, mon objectif en m'inscrivant en rookie, c'était passer les phases de poule. C'est tout. Si je fais ça, j'étais déjà content. Et j'arrive jusqu'à... du coup, je perds en demi-finale et je gagne la petite finale.
Y a des choses qui te surprennent quand tu fais ce championnat? Ouais. Qui t'étonnent? Beaucoup. Déjà, je me sens étrangement très à l'aise parce que je suis entouré de spécialistes du freestyle. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui connaissent cet univers-là. Ouais. Et c'est une énorme famille, en fait. Et ce que je trouve incroyable, c'est que des gens qui me faisaient rêver à l'époque, à 18 ans, où je découvre le freestyle, je vois tous les pros, en fait, je les retrouve là. Je les retrouve autour de la scène. Et ça, c'est fou d'avoir tes idoles juste à côté de toi. Limite, tu te demandes des autographes, quoi. Tu t'empêches de le faire parce que tu te dis non, t'es là, toi ton but c'est d'arriver à leur niveau, donc tu peux pas leur demander un autographe, c'est pas possible. Ton but c'est d'arriver à les battre un jour. Ouais. Mais voilà, mais c'est cette ambiance là et moi elle me plaît beaucoup. Je me sens très vite à ma place en fait. Ce qui était différent des terrains de foot où l'ambiance était différente. Là je me sens avec des gens que pour la plupart j'admire et je me sens je suis à l'aise là-dedans. Quand tu dis que t'es pas allé sur un terrain, c'est parce que tu penses que t'es trop lié à la technique? Non, c'est juste que le foot, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais c'était pas ma passion. C'était la passion de mon père. Par contre, le freestyle, là, ça c'est moi. Et là, je m'en rends compte, mais c'est flagrant pour moi à ce moment-là. C'est la révélation. Toi, t'es bon là-dedans et t'es là pour ça. C'est presque ça que j'ai en tête à ce moment-là. Je dis, moi, je suis fait pour ça. Et c'est là où je m'épanouis le mieux. Donc là, tu te prépares pour des événements plutôt sportifs. Ouais. Quand est-ce qu'il y a ce déclic du côté sportif au côté artistique? Le déclic, en fait, c'est pas moi qui l'ai directement. On me le déclenche. Donc, je m'entraîne sur le parvis d'Equinox, donc juste à côté là, ouais. Entre la médiathèque et le théâtre. Et pourquoi tu t'entraînes là? Parce que c'est un lieu qui est très joli, déjà. D'accord. Parce qu'il est couvert. Ouais. Et parce qu'il y a de la lumière. Mais c'est un lieu que j'aime bien et en plus, ça me permet de me confronter aussi. Il y a quand même un peu de passage. Il y a la route, donc il y a des voitures qui passent aussi. Donc c'est un endroit où tu es assez visible. Et moi, je voulais toujours, dans l'optique après de devoir faire de la compétition, me confronter aussi au regard des autres, à la foule. D'accord. Et c'était un moyen, du coup, de sentir des gens qui passent, qui te regardent, parfois qui te jugent. C'est-à-dire? Il y a des gens qui comprennent pas ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu es là avec un ballon et avec ta musique Ah, parce que t'as la musique? Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, le freestyle c'est en musique. Ah, c'est en musique. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc c'est bien de se confronter aussi à la critique très tôt parce que ça endurcit. Ça permet de se construire un mental aussi dans le freestyle et de vaincre toutes les timidités et peurs. Parce qu'après, quand on va se retrouver sur scène face aux meilleurs, il faut être capable d'encaisser ce regard-là aussi. Donc c'était pour moi une manière de me préparer. Il y a des remarques qui t'étonnent aussi? Il y en a qui te font rire. Moi, je me rappellerai toujours d'une dame qui m'a dit « Ah, mais vous jouez à la baballe !» Tu sais, t'es là, tu viens de passer littéralement 1h30 sur un seul mouvement à t'éclater par terre et t'as une dame qui vient de te dire « Mais tu joues à la baballe !» comme si t'étais... Mais c'est pas grave, c'est rien. Et je comprends aussi le point de vue extérieur où t'as pas les codes, tu comprends pas et tu te penses pas à mal en disant ça. Et là, il faut avoir beaucoup d'autodérision, beaucoup de sang-froid et répondre gentiment. Mais ouais, en fait, ça part de là. Donc, je m'entraîne sur le parvis et un jour, il y a quelqu'un qui sort d'Equinox et qui marche vers moi d'un pas décidé. Et moi, comme j'ai la musique un peu fort, j'ai mon reggaeton à fond, je me dis « Oh, ça, c'est quelqu'un du théâtre. Je dois sûrement en train de faire chier les équipes. Je vais me faire virer. » Donc, je commence à remballer mes affaires, à éteindre la musique et tout. Et en fait, la personne qui vient vers moi, c'est Jérôme Monchal. C'est le directeur d'Equinox. Et il me dit « Mais pars pas. Pars pas, je veux parler avec toi. T'en vas pas. » Et en fait, il se demande déjà qui es-tu et qu'est-ce que tu fais devant mon théâtre et qu'est-ce que c'est que ce truc avec ton ballon. J'ai jamais vu ça. Parle-moi de cette discipline. Bon, donc moi j'explique dans les grandes lignes et tout. Il me dit écoute, ça m'intéresse ton sport, on va prendre un café et tu me racontes un peu qu'est-ce que c'est que ce truc. Parce que lui, il voit du cirque. Lui, il voit le côté technique tout de suite et du coup, ça l'intrigue. Parce qu'il est très curieux, Jérôme, en plus. Donc on discute et tout. Moi, j'explique d'où je viens, j'explique le parcours que j'ai fait, les études, etc. Et j'explique mon objectif de vie. Moi, je veux vivre de ma passion et je veux faire de la compétition. Qui sont pour moi les deux choses liées, parce que pour moi, on peut vivre du freestyle que par le battle à ce moment-là. Bon. Et il me dit, ok. Bon, je pense qu'il fait son cheminement dans sa tête, parce que Jérôme, c'est un génie, donc il a 3 coups d'avance à chaque fois sur tout le monde. Et il me dit, bah écoute, j'ai la présentation de saison d'Equinox en septembre. Ça te laisse 1 mois et demi. Est-ce que tu veux pas me faire un petit show de 5 minutes? T'as l'habitude, non, de faire des shows? J'avais jamais fait show de freestyle de ma vie. Je dis oui, j'ai l'habitude, évidemment. Je fais ça régulièrement, je maîtrise, ça, y a pas de problème. Bon.
Donc la panique après quand je rentre à la maison, parce qu'il faut créer un show. Et je me dis alors, il faut que je crée un show de 5 minutes, présentation de saison, le plateau d'Equinox, je pense que tu l'as bien en tête, il est gigantesque, il est énorme. La salle d'Equinox, c'est une salle qui est très imposante, qui fait même peur. Je me dis, je vais pas arriver là-bas avec mon rap français ou mon reggaeton, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, moi, à l'époque, je vois le théâtre comme quelque chose de très élitiste. Je me dis, je peux pas arriver avec des musiques trop populaires, ça va pas le faire. Donc, je réfléchis à un truc hybride qui pourrait être des sonorités qui, moi, me parlent dans mon style de freestyle et qui, en même temps, aura un petit côté, un petit cachet classique pour que ça passe bien en théâtre. Je trouve un bon compromis. C'est quoi la musique ? La musique, c'était Girls Like You, mais une remix avec des violons. Ils ont revisité la musique d'un point de vue un peu plus classique. Et ça marche bien. Et donc, je prends cette musique et je me dis, OK, maintenant, je vais prendre tout ce que j'ai dans mon arsenal de freestyle et essayer de coller à toutes les rythmiques de la musique. Je travaille, je bosse. Et arrive le jour de la présentation de saison. Je fais mon show de 5 minutes qui, pour moi, se passe horriblement mal. C'est vrai. Ah ouais, pour moi, c'est une catastrophe parce que je fais plusieurs erreurs. Enfin, la balle tombe 2 ou 3 fois. D'ailleurs, j'ai une vidéo YouTube qui raconte ce show-là. On peut voir ce show à ce moment-là. Et moi, j'ai les codes du battle. En battle, un ballon qui tombe au sol, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que l'adversaire va pouvoir prendre l'avantage sur moi parce que j'ai une erreur et lui pas. Sauf que dans l'artistique, c'est pas du tout ça. Ça raconte autre chose, un ballon qui tombe par terre. Déjà, ça montre que c'est difficile. Donc les gens se rendent compte de la difficulté du sport parce qu'ils te voient échouer. Et donc moi, je sors de scène, je me dis, j'ai limite envie de m'excuser auprès de Jérôme. Et Jérôme me dit, mais c'était incroyable. Et tout le public avait adoré la performance de 5 minutes. Donc lui, en fait, ça lui met la puce à l'oreille. Il se dit, OK, il y a un truc à faire avec ce gamin. Donc, je vais le mettre en relation avec Mélodie Joinville, qui est encore ma chorégraphe actuellement. Et Mélodie, en fait, donc c'est une danseuse, danse contemporaine. Elle est chorégraphe, très présente dans la région. Elle a une compagnie qui s'appelle La Tarbasse. Et elle a l'habitude de travailler avec des non-danseurs. Et on monte un premier spectacle qui s'appelle Portrait dansé, qui tourne encore actuellement, où c'est mi-danse contemporaine, mi-freestyle. Et on a mélangé les deux. Et en fait, les mouvements que je fais avec le ballon dans mon freestyle, on les fait sans ballon en danse contemporaine, avec le style de Mélodie et le mien. Et ça crée tout un spectacle. Ce spectacle-là marche bien. Moi, je commence déjà à ce moment-là à faire la bascule. Je commence à cumuler des heures pour l'intermittence, parce que j'apprends, incroyable, qu'il existe un dispositif en France qui permet de rémunérer les artistes, qui s'appelle l'intermittence du spectacle, et que c'est un vrai métier en fait. Voilà. Donc je commence à cumuler des heures. Donc là, à ce moment-là, je fais 2 jobs. J'ai mon job en télétravail ici avec Madrid, plus les heures de répétition, ce qu'on appelle des résidences, pour créer le spectacle Portrait dansé. Donc le spectacle, il a lieu, la première c'est lors du festival Après le dégel, qui est très connu à Châteauroux. Ouais. Ça se passe vachement bien. Du coup, Jérôme, ça valide encore un peu plus l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ce freestyle-là et avec ce jeune-là. Et donc, il me met en relation avec Wilmer Marquez, qui est circassien, qui a sa compagnie qui s'appelle Bestia. Et avec Wilmer, on va créer ma grosse forme, mon gros spectacle qui s'appelle Mouton Noir, qui est un mélange de cirque, un peu de danse, beaucoup de freestyle et du texte. Et avec cette forme-là, je rentre dans l'intermittence. Ça y est, je termine de cumuler les heures. Et je passe à intermittent du spectacle. Donc, je démissionne de mon job en télétravail pour ne faire que Mouton Noir parce que là, il y a besoin. En fait, j'étais arrivé à un stade où, durant les résidences, j'avais l'ordi du travail allumé à côté. Je répondais à des mails de mon manager et je bossais en même temps. Enfin, c'était un truc de dingue. Je dormais pas, c'était une galère. Et là, j'arrivais à un stade où ça devenait tellement sérieux au niveau artistique et ça commençait tellement à prendre et à décoller qu'il fallait que je sois concentré sur une seule chose. Et donc Wilmer et Mélodie, ils m'ont vu faire les 2 jobs, ils ont accepté que je sois divisé en 2, mais au bout d'un moment, l'exigence du monde artistique demandait à ce que je sois vraiment focus que sur ça. Et donc Mouton Noir, je suis coaché par toute une équipe. Dans ce projet-là, il y a Lou Valentilli qui est comédienne qui me coach sur le texte, parce que j'avais jamais fait de texte sur scène. Et Mouton Noir, ça raconte toute ma vie. C'est mis en scène et c'est raconté. Toutes les études, tout le freestyle, toute la passion. Et donc là, j'ai besoin d'être à fond là-dessus. Ça me débloque le statut, je deviens artiste à part entière et je vis de mon freestyle via l'artistique. Et là, je découvre que en fait, le battle, c'est pas le seul moyen de vivre de sa passion. L'artistique est la casquette que possède mon sport, parce que dans ce freestyle, il y a le côté sportif compétiteur, mais il y a aussi l'artistique qui est inhérent à ce sport.
puisqu'on joue beaucoup sur la créativité, on joue beaucoup sur le rythme. Donc il y avait déjà un côté artistique, c'est juste que je ne l'avais pas exploré. Et c'est Jérôme, en me mettant en relation avec les bonnes personnes, qui m'a permis de travailler cet aspect-là, et après d'être capable de le mettre sur scène, toujours coaché de l'équipe d'Equinox qui m'a toujours suivi. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi quand tu bascules sur ce côté artistique ? Enfin, sur Mouton Noir, c'est le texte qui m'a le plus posé problème. Parce que c'est un métier. Et donc il faut énormément de travail, qu'il faut énormément de rigueur. Moi, j'ai l'avantage d'être très coachable. Ce qu'on me dit, je l'intègre vite et je suis un gros bosseur. Donc, je travaille énormément là-dessus. Mais je mets le temps qu'il faut et j'écoute énormément les retours, l'expérience qu'on peut me donner parce que je sais que moi, je n'ai pas fait d'études ni de cirque ni de théâtre. J'ai la chance d'avoir des experts dans leur domaine qui me donnent leur savoir. Il faut que je l'ingurgite le plus possible, le plus rapidement possible et que je l'intègre. T'as des petits trucs que t'as appris comme ça ? En acrobatie, par exemple. Ouais. Parce que Wilmer, c'est un acrobate. Il y a une figure que j'arrivais jamais à faire et que je voulais faire en plus en freestyle qui s'appelle le kick ou le relevé ninja, il y a plusieurs noms. Et quand je travaillais seul, j'y arrivais pas parce que je savais pas la bonne technique. Wilmer, en quelques mois, il me l'a débloqué. Alors, pour le coup, le texte, ça va quand même plus vite que les acrobaties parce que le corps met plus de temps à intégrer les choses que l'esprit. Et en acrobatie, il faut une maturité du corps que j'avais pas. Et parfois, les gestes se débloquent que très tard, même si tu as la technique bien ancrée en tête. Donc ça, c'est un peu frustrant. Pour le texte, c'est plus de la répétition et il faut, et ça j'ai eu la chance de toujours l'avoir, un regard artistique extérieur qui te dise attention, ce mot-là, de telle manière, cette émotion-là, gère-la plutôt comme ça, parce que le ressenti qu'on a au plateau et ce qui vraiment est reçu par le public, c'est toujours différent. T'as un exemple ? Moi, par exemple, sur les premiers textes de Mouton Noir, j'avais l'impression de changer des choses dans ma manière de le jouer. Et Wilmer me disait, mais en fait, là, t'as rien changé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de changer, par exemple ? Il me disait, par exemple, OK, il y a un moment donné dans Mouton Noir, qui est le point culminant du spectacle, où je suis sur une chaise blanche, et je raconte justement ce déclic que j'ai de vouloir travailler pour ma passion. Ça, c'est un moment qui doit être chargé émotionnellement. Je dois vraiment être en introspection, et ça doit être une révélation pour moi, ça. Du coup, il faut avoir un côté très fermé, pas triste, mais très concentré. Et ça se tient sur un fil, ça. Moi, j'ai essayé des choses, sauf que j'étais beaucoup trop ouvert. Au niveau du jeu, c'était pas du tout. J'étais pas en introspection, j'étais presque en regard public. Et c'était pas du tout ça. Et donc ça, c'est vraiment travailler phrase par phrase pour réussir à garder l'attention et mettre le jeu au bon endroit, pas surjouer, mais être juste. Et être juste, ça prend du temps. Et là, heureusement que j'avais une équipe très patiente, Lou, Wilmer et tous les techniciens d'Equinox pour accepter que ça allait prendre du temps, que ça allait me demander du temps parce que j'ai pas de formation de comédien. Donc j'ai tout appris sur le tas. Ouais. Par contre, il y a une fraîcheur, j'imagine. Ouais, il y a une fraîcheur, il y a une envie d'apprendre énorme. Et puis il y a de la confiance. Donc. Et tu l'as joué combien de fois ? Je pars demain à Maubeuge et on va faire la 72e jusqu'à la 76e. J'ai 4 dates là. D'accord. Tout s'est bien passé ou t'as pas eu de galère Alors des galères, il y en a. Si, il y en a. Bien sûr. T'en as une. C'est le spectacle vivant. Mais il est arrivé des trucs. Il m'est arrivé une panne de micro au début d'un spectacle où tu commences le spectacle du coup a cappella. Mais c'est normal, hein, tout ça c'est des trucs, c'est le spectacle vivant. On a une structure. Il y a un mur en fait où je pose le ballon. Le nombre de fois où le ballon est censé du coup glisser sur le mur en haut et s'arrêter à un endroit et en fait il tombe derrière, donc le ballon disparaît. Il faut aller le chercher après à un moment donné. Bon, plein de petits trucs comme ça et qui avant pouvaient me générer du stress au tout départ sur les premières dates. Ouais. Et après très vite tu comprends que ça fait partie du job, que ça va, on va s'adapter parce que vraiment le maître mot de l'artistique c'est l'adaptabilité. Et après, du coup, maintenant, ces petits moments, ces petits pains en fait qu'on a dans le spectacle vivant, ça devient des sources de rigolade énormes, surtout avec les techniciens. Moi, je chambre énormément mes techniciens et quand il arrive des petits couacs, parce que ça fait partie du spectacle, c'est normal. Moi, je peux faire des erreurs sur mon jeu parfois pour X raisons. Eux, ils peuvent avoir aussi des petites erreurs qui se glissent de temps en temps. C'est normal. Parfois, il y a un petit problème technique, un micro qui marche moins bien, quoi. C'est normal. Il n'y a jamais de grosses erreurs parce que c'est des pros et ils savent ce qu'ils font. Mais ça arrive dans le spectacle vivant qu'il y ait des petites péripéties. Et maintenant, on en rigole. Quand tu fais un spectacle, c'est pas comme dans une équipe de foot où tu es 1 parmi 11. Là, tu es tout seul, tu es en pleine lumière.
Alors, je sais qu'il existe cette espèce de mythe, on dit que les artistes ont tous un ego énorme parce qu'ils veulent être sur scène. Moi, déjà, j'ai jamais rêvé d'être artiste. Moi, être artiste, c'est un truc où je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Et donc, c'était une illumination, un truc, waouh, une route énorme à prendre, mais génial. Donc, moi, j'ai jamais eu l'ego de vouloir être sur scène pour ça. Moi, je voulais être sur scène pour faire partie des meilleurs de ma discipline. Dans le battle, dans le sport. Moi, je viens du sport et j'arrive avec les codes du sport ici. Et du coup, je me suis jamais senti possédé d'une envie de maîtriser tout. Et d'ailleurs, moi, quand je monte sur scène, je me sens jamais seul. Déjà, quand je monte sur scène, je représente ma discipline, mon freestyle, parce que je veux le montrer à un maximum de monde. Je représente mon travail que j'ai fait dans le freestyle et je représente aussi toute mon équipe. Tout le travail qui a été fait avec moi et autour de moi. De la personne administrative qui a permis d'avoir la date au metteur en scène ou au chorégraphe. Donc, je monte jamais seul sur scène. C'est tout ce travail-là que je représente et je me sens jamais seul parce que j'ai mon équipe technique avec moi là-haut, en régie, que je croise souvent du regard durant le spectacle. Parce que c'est génial aussi d'avoir ça, de se sentir soutenu à ce niveau-là. Donc non, j'ai jamais eu de problème d'ego. L'ego, en fait, je le garde dans le battle. Quand je suis en compétition, là, il faut de l'ego, parce que c'est du battle. Donc là, il faut de l'ego. Dans le spectacle, non, c'est que du kiff, et c'est un travail de groupe, et j'adore ces valeurs-là aussi. C'est un bon équilibre. À l'inverse, le monde du théâtre, t'as pas pris de haut parce que tu venais du sport? Non, j'ai jamais ressenti ça. Ce serait pas un problème. Enfin, je comprends qu'il puisse y avoir des artistes qui, je sais pas, qui trouvent que j'ai pas forcément ma place là. C'était peut-être vrai avant. Mais vu le travail que j'ai fait uniquement artistique, parce que moi, dans toutes mes résidences, toutes mes périodes de travail pour les spectacles, en fait, j'ai jamais travaillé mon freestyle. Et c'est ça qui est plus dur pour un freestyler. C'est pour ça qu'il y a peu de freestylers qui passent dans l'artistique. C'est que ce qu'il faut pour passer dans l'artistique, c'est enlever le ballon. Et ça, ça a été un gros travail pour moi, c'est qu'on se rend compte qu'on se cache derrière cet objet en tant qu'artiste quand on est juste freestyler. Et il faut apprendre à laisser le ballon de côté, travailler d'autres domaines pour être un artiste plus complet et pour comprendre qu'on n'est pas que son ballon. Qu'on est soi avec en plus un objet. On n'est pas réduit à son ballon. Et donc ça, quand tu as fait ce travail-là, tu comprends que tu deviens légitime à ce moment-là. Parce que tu as fait un travail qui va au-delà de ton sport d'origine. Et c'est ce travail-là, du coup, que j'essaie de remettre sur scène. Et ma technique sert le spectacle et pas l'inverse. Tu es presque un danseur. J'ai l'aspiration de commencer à danser, du moins. Et j'essaye de danser. Quel est ton plus beau souvenir de scène? J'en ai plusieurs. Il y en a un très drôle parce que j'ai noué une relation amicale avec mon metteur en scène, Wilmer. Mm-hmm. Il m'a accueilli chez lui en résidence en Colombie. Et il y a un moment donné, durant le spectacle, où il y avait un mouvement que j'y propose. Et il me dit non, on va pas faire ça, c'est trop risqué. C'était sur un long combo à la fin et je devais finir sur un geste en particulier. Mais moi, j'ai voulu changer ce geste pour un truc un peu plus dur et beaucoup plus visuel. Et il m'avait dit non, fais pas ça, c'est trop risqué, fais pas ça. Bon, il se trouve que je l'ai tenté, je l'ai réussi et je l'ai regardé et on était morts de rire. Et ça, c'est un petit moment pépite entre guillemets entre nous. Qui m'a beaucoup fait rire et que je me souviendrai, je pense, longtemps. Et j'ai plein de souvenirs comme ça. En général, ce qui me marque le plus, c'est le retour du public à la fin du spectacle. Des parents qui viennent me remercier du message que j'ai pu transmettre pour leurs enfants. Ou des gens qui se retrouvent bouleversés parce qu'ils sont passés par la même chose que moi à une étape différente de leur vie, ou qui sont en train d'hésiter justement sur un changement de carrière, et le fait d'avoir vu le spectacle, ça les fait réfléchir. Et vraiment, ça, c'est le message qu'on a voulu faire passer avec Wilmer, c'était qu'il fallait croire en ses rêves et tout faire pour sa passion. Que c'était ça vraiment le plus important. Et donc, quand on arrive à faire passer cette idée-là, ce message-là, moi, ça me touche énormément. Je demande souvent aux invités s'il y a un livre que tu peux me conseiller. Ok. C'est Votre temps est infini, de Fabien Olicard. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. À un moment donné, quand j'avais ces 2 jobs-là, j'avais l'impression de ne plus avoir de temps pour rien. Et donc, prendre le temps de lire et apprendre toutes les techniques qui sont données par Fabien Olicard, je ne sais pas si tu connais, c'est un mentaliste et un entrepreneur. C'est un mec que j'admire beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, moi, d'un point de vue personnel, dans mon rapport au temps. Et j'ai appris à beaucoup mieux me structurer et j'ai pu récupérer du temps. En fait, j'ai eu l'impression que ce livre, en fait, me redonnait le pouvoir sur mon temps. T'as un tips à me donner pour récupérer du temps?
Ça m'intéresse. Bon, mais il y en a plusieurs dans le livre, mais l'un des chapitres qui m'a beaucoup marqué, c'est sur les mantras. Quand on a des décisions difficiles à prendre, des décisions importantes, être capable de tirer en quelques mots l'essence même de ce qui marche avec nous. Et donc en fait, il a toute une étape où il liste d'abord tout ce qu'il a envie de faire dans la vie, tout ce qu'il aime dans la vie. Et petit à petit, il va réduire cette liste pour ne tirer que l'essentiel. En fait, les quelques mots où s'il suit ces mots-là, n'importe quelle décision sera bonne. Parce qu'elle suit ces grands principes-là de vie pour lui. Et donc, moi, quand j'avais du mal avec mon temps et je devais prendre des décisions rapidement, le fait d'avoir mes mantras qui sont santé et passion, pour moi, après avoir fait tout ce process de chercher quels étaient mes mantras, le fait de me raccrocher à ces deux mots-là, pour ma prise de décision, ça me permettait d'économiser énormément de temps et d'énergie. Et c'est plein de petites astuces. Alors après, il y a des astuces beaucoup plus précises sur délimiter quels sont les différents temps qu'on a dans la journée. Des temps libres, des temps de travail, des temps perso. Il y a toute une étymologie du temps qu'il a expliqué dans le livre. Donc je te laisserai le lire que tu aies bien tout ça. Mais ça m'a beaucoup aidé ce bouquin. Bon, faut que je trouve des mantras alors. 2, il faut en trouver 2. 2 ou 3. Mais il explique toute la méthode. Bon, ok. Je vais pas spoiler non plus. Je vais acheter ça alors. Est-ce que tu as un film à me conseiller? Ou une série? J'en ai plusieurs. La dernière série que j'ai beaucoup aimée, ça s'appelait Champion et c'était sur France TV. C'est en fait une série qui montre en fait le quotidien de l'INSEP. D'accord. Okay. En fait, il prépare les champions de demain et c'est dans plein de sports différents. Il y a une judokate qui est médaillée olympique, championne du monde, et on a aussi des sprinteurs. Et en fait, ils montrent tout le quotidien de ces sportifs-là et sportives-là. Et j'ai trouvé ça magnifique d'avoir accès à leur quotidien, à leur humanité, pas que dans le sport du coup, mais aussi dans leur vie quotidienne. En fait, on se rend compte qu'ils ont les mêmes problèmes que tout le monde, sauf qu'ils doivent gérer avec une pression supérieure, quoi. C'est une vie de sacrifice? Ouais. Mais qui, moi, me parle beaucoup et me plaît beaucoup. Ouais, je me doute. On parlait de mantra. Est-ce que tu as une citation ou une expression que tu aimes bien? Ouais, qui vient aussi d'Olicard. 1 vaut mieux que 0. Et cette phrase-là, elle est mortellement vraie. Dès que j'ai la flemme de faire quelque chose et que je me dis, je vais pas faire 50 pompes. Ça sert à rien, 50 pompes aujourd'hui. Il faut en faire plus pour que ce soit un vrai entraînement. Ouais, mais c'est mieux que rien. Et ce sera toujours mieux que rien. Et donc, dès que j'ai un petit truc où j'ai la flemme, où je me dis c'est pas suffisant pour... Si, c'est toujours mieux que rien. Et ça marche pour tout. Donc, il n'y a plus d'excuses. Une fois qu'on a vraiment créé ça, malheureusement, il n'y a plus aucune excuse valable. Ouais. Est-ce que tu as une ville que tu me conseillerais de visiter? Eh ben, dernièrement, je viens de visiter Cap-de-Nac, qui est dans le sud. Et c'est très mignon. C'est très, très mignon. Ça fait très... Il y a des paysages incroyables, des forêts, des montagnes, c'est magnifique. C'est pas très loin de Rodez. Et j'ai découvert cet endroit et c'était vachement bien. Franchement, j'ai trouvé ça très mignon. J'ai donné des ateliers de freestyle parce que je donne beaucoup d'ateliers de freestyle. J'essaye de populariser la discipline. Et puis moi, c'est ma manière aussi de rendre au freestyle tout ce qu'il m'a donné. Alors en général, quand je fais une date, on essaye de faire des ateliers culturels autour, justement. Mais ça m'arrive dans des écoles, dans des clubs de foot, partout. Partout où on veut voir du freestyle, je viens. Et parfois, je fais que ça. Là, par exemple, à Cap-de-Nac, j'y suis allé que pour des ateliers. On a pris 4 jours et j'ai fait plus de 10 heures d'atelier, 12 heures, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? Ils sont fous. En fait, parce que déjà, mes ateliers, c'est de 8 ans jusqu'à 800 ans. Il n'y a pas d'âge ou quoi, il n'y a pas de niveau requis pour ça. Et en fait, moi, mon but, c'est de faire découvrir aux gens qui sont capables de faire des choses qui croiraient incapables. Et moi, quand je vois des gamines avec des étoiles dans les yeux parce qu'elles viennent de faire presque le tour du monde. Le tour du monde, c'est passer la balle. C'est frapper la balle, passer le pied autour et la récupérer. C'est vraiment le geste emblématique du freestyle. Et il se trouve que moi, en moins d'une heure, je peux arriver à ce que les gens commencent à le toucher presque. Parce que c'est mécanique, le freestyle. Si on applique le bon mouvement au bon moment, ça passe. Quoi qu'il arrive, ça passe. Il y a un côté très mathématique dans le freestyle. Et donc, arriver au bout de quelques temps, quelques ateliers, ou voire même parfois juste une heure, à ce que des gens qui se croient incapables de faire ça y arrivent, l'émotion qu'on a en tant que prof, entre guillemets, de freestyle, elle est magnifique. C'est comme si moi, je l'avais rentré pour la première fois quand je vois des gamins le faire. Et moi, j'adore ça. Tout le monde est capable de jongler?
Tout le monde est capable de devenir un très bon freestyler ou freestyleuse. Il faut du travail. Il faut énormément de travail et de la patience, c'est tout. Il y avait une vidéo qui était très connue, Maradona à l'entraînement à Naples. Ouais. Oui, qui jongle avec l'épaule, avec la tête. Ouais, je vois très bien. Ouais. On peut considérer que c'est les prémices du freestyle, c'est des mouvements de freestyle. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que on dit souvent Neymar, Ronaldinho, Maradona, c'est des freestylers. Sauf que quand tu rentres dans le freestyle, quand tu commences à devenir freestyler, tu te rends compte que au bout de moins d'un mois de travail, tu es déjà beaucoup plus fort que Ronaldinho, Neymar. Il suffit d'un an de freestyle pour exploser Neymar en battle. Et c'est vraiment pas présomptueux de dire ça, c'est que c'est la vérité. C'est juste que c'est des footballeurs qui connaissent 2-3 gestes de freestyle, mais c'est pas leur métier. Alors qu'un freestyler, il passe tout son temps à apprendre des techniques. Donc il devient très très vite beaucoup plus fort que Neymar. Et inversement, si tu prends même le champion du monde de freestyle et tu le mets sur un terrain, c'est zéro, c'est mort. C'est très compliqué parce que c'est pas du tout les mêmes codes et c'est pas du tout le même sport. Quel est le footballeur le plus freestyle ? Peut-être Neymar. Ok. Paul, dernière question du podcast. Quel est ton endroit préféré en Berry ? Mais j'ai l'endroit, je vais te donner le nom de mon sanctuaire. Pour moi, mon lieu préféré, c'est là où je passe le plus de temps, c'est la maisonnette de la culture d'Equinox. C'est une petite salle qui sert justement de lieu de résidence pour les compagnies. D'accord. Et c'est petit, hein, mais tapis de danse, il y a tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner et pour travailler comme il faut son spectacle. Et c'est un endroit qu'on m'a mis à disposition quand j'ai démarré dans l'artistique, parce que moi je m'entraînais tout le temps dehors et je me blessais beaucoup, surtout en hiver. Et quand on m'a permis sur certains créneaux de m'entraîner dans cette salle-là, c'est devenu mon lieu préféré. Et c'est là où j'ai progressé le plus rapidement. Pour moi, c'est un endroit un peu hors du temps. Je rentre là-dedans, tout se coupe et je peux vraiment m'enfermer dans ce lieu-là et faire que ça. Et en fait, c'est un lieu qui est à disposition des artistes quand ils viennent en résidence. En général, soit ils sont sur le plateau, le grand plateau, ou soit pour les petites formes à la maisonnette. Et quand tu dis ils sont en résidence ? La résidence, c'est une période de travail. On s'enferme dans un lieu avec toute l'équipe et on travaille le spectacle. Voilà. D'accord. Soit en vue de la création du spectacle, soit, oui, pour préparer une date. Ouais. Bon, top. Bon, Paul, merci. On te voit quand en spectacle à Châteauroux ? Alors à Châteauroux, je reviens avec la nouvelle création. Je suis en création du nouveau spectacle là, qui est un duo. Ah, un duo ? Ouais, c'est un duo avec un violoniste qui s'appelle génial. Gabriel Majou. Ah, génial. Le nom du spectacle, c'est Up. La première, c'est le 11 avril à Paris. Et c'est un spectacle qui est produit par le Centre chorégraphique national du Havre, qui s'appelle le Phare, et c'est chorégraphié par Fouad Boussouf. Grand chorégraphe, danseur d'exception. J'adore ce mec. Regardez ce qu'il fait. Il a des spectacles qui tournent partout dans toute la France. Feu, Nas, c'est vraiment des spectacles magnifiques. Et il passera à Equinox durant le festival après le dégel. Pour les autres dates de Mouton Noir, je mets tout sur mon Instagram, Pablito Freestyle Foot. Et puis, Pablito Freestyle Foot, ouais, c'est mon nom de scène, Pablito. C'est comme ça qu'on m'appelait sur les terrains de foot, parce qu'il y avait plusieurs Paul dans l'équipe et moi on m'appelait Pablito. Parce que le côté Ito, en fait, c'est un diminutif affectif en Espagne. Et moi j'ai toujours trouvé ça stylé comme nom. Donc c'est devenu mon nom de scène en freestyle et je l'ai gardé dans l'artistique aussi. Ok, génial. Bon, Pablito, merci. Merci à toi Stéphane. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. J'ai laissé sur Facebook, YouTube et LinkedIn tous les liens de notre discussion. Merci à tous mes invités de 2024. Merci à tous mes sponsors, avec un salut spécial à Sylvain Schuller pour son soutien de chaque instant. Et merci à vous pour les 15 000 écoutes qui font de Goodberry le premier podcast berrichon. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous.